Bienvenue aux lecteurs de Mediatico pour ce nouvel entretien long format dédié à la responsabilité sociale des entreprises. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler de finances avec un homme qui pèse 6 milliards d'euros. Philippe Zawati, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Mirova. Merci de nous recevoir dans votre bureau parisien. Mais d'abord, pour bien comprendre les choses, on va planter le décor. La plupart des Français connaissent probablement le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Ils connaissent peut-être un petit peu moins sa branche d'investissement Natixis, qui travaille sur les marchés financiers et où vous êtes entré en 2007. Et puis en dessous de Natixis, il y a plusieurs filiales spécialisées, dont une qui s'appelle Mirova, que vous dirigez, qui est spécialisée dans l'investissement socialement responsable et que vous avez créée. Sauf que votre parcours, Philippe Zawati, est un parcours de financier classique. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer Mirova ? Oui, j'ai fait toute ma carrière dans l'asset management, dans la gestion d'actifs, ça fait plus de 25 ans. On a quand même vécu des moments très particuliers quand même. Je suis rentré, comme vous venez de l'indiquer, chez Natixis en juin 2007. 1er juin 2007. Donc le ciel était clair, était bleu, tout était avant la crise financière. Juste avant la crise financière. Puis quelques semaines plus tard, tout explosait comme on le sait aujourd'hui. Donc on a vécu quand même des moments très particuliers. Puis moi, je suis rentré dans ce métier de la gestion d'actifs dans les années 80-90. Et je suis un de ceux qui ont apporté la technique financière, un peu les mathématiques financières, toutes ces modélisations, cette complexité qui est arrivée sur les marchés avec cette génération-là. Et je crois que quand on arrive la crise financière de 2007-2008, on commence à se poser des questions. Finalement, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans cette complexité ? Est-ce que justement on n'a pas amené trop de techniques qui nous a éloignés de ce qu'était finalement réellement la finance et l'investissement, notamment l'investissement. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'investir ? C'est faire confiance sur le long terme à des projets, à des hommes, à des entreprises, des hommes et des femmes, et des entreprises. Et on a oublié ça dans les années un peu de folie financière. Et donc, finalement, cette prise de conscience et cette conviction que la finance doit évoluer. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'abandonner. Au contraire, la finance est un outil extraordinaire, un outil essentiel. Et donc, la question qui se posait, c'est comment est-ce qu'on fait pour rester dans ce monde de la gestion d'actifs, avancer, continuer à innover, ne pas s'arrêter d'innover, mais avec une vision long terme, en essayant de prendre en compte le monde dans lequel on vit et notamment les enjeux extraordinaires auxquels on fait face, notamment environnementaux et sociaux. Voilà le point de départ de la création de Mirova en 2014. Parce que c'est vrai que la finance, à l'échelle mondiale, est au cœur de plein de controverses. Alors elle investit dans les subprimes, dans le charbon, dans les OGM, dans les paradis fiscaux. Elle ferme les yeux sur le travail des enfants, sur l'accaparement des terres. Votre métier de banquier, c'est celui de faire de l'argent. Votre métier de financier, c'est celui de faire de l'argent. Comment est-ce qu'on fait de l'argent aujourd'hui tout en étant responsable ? Comment est-ce que vous travaillez chez Mirova ? Moi, si vous voulez, je le dis assez souvent, dans investissement responsable, le mot important, c'est investissement. C'est-à-dire, encore une fois, revenir à ces fondements-là. Retrouver la vision du long terme et retrouver la vision de la confiance dans ce en quoi on investit. Donc, la façon dont on travaille est assez simple. On repart de ces fondamentaux. On a des équipes qui sont spécialisées sur cette analyse approfondie des grands enjeux de long terme. Vous êtes combien chez Mirova ? On est 65 personnes aujourd'hui. On a une équipe de recherche qui est dédiée aux enjeux environnementaux et sociaux qui regroupe 12 personnes. Quels sont par exemple les 3 enjeux clés pour la planète aujourd'hui et pour le monde de l'investissement ? Aujourd'hui, les enjeux, on les connaît. On a finalement une confrontation entre des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux. C'est ça en réalité. C'est-à-dire que d'un côté, on a une démographie que l'on connaît, une explosion démographique, 9 milliards d'habitants bientôt, une démographie qui explose principalement dans des pays émergents, avec un vieillissement de la population assez fort dans d'autres zones, et au contraire beaucoup de jeunes dans les zones émergentes, un enrichissement de cette population, et notamment une classe moyenne qui augmente de façon forte dans les pays du Sud, une urbanisation croissante, bientôt 70% de la population mondiale qui va vivre dans les villes, et en même temps des inégalités
qui sont en train de se creuser de façon assez considérable à l'intérieur de chacune de ces sociétés-là. Et vous pouvez jouer un rôle dans ce contexte-là? On peut jouer un rôle quand on a compris ces éléments-là et qu'on a compris qu'en plus ces éléments-là étaient en train de venir se confronter de façon violente aux enjeux environnementaux auxquels on fait face en même temps, puisqu'en fait on pourrait se dire, si on n'avait pas de problème de ressources naturelles, de changement climatique, de problèmes énergétiques, de problèmes de pollution de l'air, d'accès à l'eau, etc. Si on n'avait pas ces problèmes-là, on pourrait peut-être résoudre tous ces problèmes démographiques et sociaux facilement. Or, au même moment où il faut résoudre ces problèmes démographiques et sociaux, on est confronté à ces limites évidentes d'un point de vue environnemental. Et donc, si on arrive à bien comprendre ces éléments-là, là, on peut agir. Pourquoi ? Parce que la solution à ces problèmes-là, c'est de l'innovation, des nouveaux produits, des nouveaux services et un comportement responsable. Donc, on a, si vous voulez, une approche qui est, on raisonne, c'est le quoi et le comment, en fait, de ce que font les entreprises. Le quoi, c'est sur quels produits, sur quels services, sur quelles technologies, sur quelles innovations ils sont positionnés. Donc aujourd'hui, des entreprises qui vont avoir un positionnement spécifiquement sur des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de l'éducation, de la santé, de la consommation durable, de l'agriculture biologique. Il y a un champ énorme sur l'ensemble de ces aspects-là, mais aussi l'informatique, la sécurité des données, tout ce qui est effectivement ce qu'on appelle les réseaux intelligents. Donc il y a un champ d'investissement considérable. Donc il faut à la fois voir où sont positionnées les entreprises, quels sont leurs champs d'action, et puis ensuite le comment. Donc il y a le quoi et le comment. Et le comment, c'est quelle est la façon dont elles intègrent la responsabilité sociale, ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, dans leur comportement quotidien de gestion de leur entreprise. Concrètement, dans votre métier au quotidien, ça veut dire que vous allez d'abord frapper à la porte de vos clients, vous leur dites voilà, j'ai besoin de tant de millions d'euros pour investir dans tel champ d'activité, confiez-moi votre argent pour que je puisse aller le réinvestir derrière, c'est comme ça que ça se passe? C'est ça, on a une base de clientèle qui est très large en fait. Les gens qui nous confient de l'argent sont à la fois des clients des réseaux bancaires que vous mentionnez au début de l'interview, c'est-à-dire les caisses d'épargne et le Banque Populaire. Donc, dans toutes les agences, caisses d'épargne et banques populaires, nos produits sont disponibles. Et puis, on a des clients qui sont des clients dits institutionnels, c'est-à-dire des compagnies d'assurance, des caisses de retraite, des fonds de pension, et ça, partout dans le monde. Donc, aussi bien en France qu'en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et donc, c'est comme ça que vous récupérez, que vous collectez 6 milliards d'euros d'encours que vous gérez derrière. C'est comme ça qu'on collecte effectivement ces 6 et quelques milliards d'euros. Ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Effectivement, c'est un chiffre qui paraît énorme comme ça. Aujourd'hui, 6 milliards d'euros, ça représente moins d'1% des actifs qui sont gérés par Natixis. Natixis est un des plus grands gérants au monde, avec plus de 800 milliards d'euros sous gestion. Donc voilà, donc on est encore une petite goutte d'eau là-dedans, mais avec beaucoup de conviction. Et ce qui est important, c'est que des acteurs comme nous, et c'est le choix qu'on a fait, c'est de se dire, et c'est le choix qu'a fait le groupe, en disant, bien sûr, il faut essayer d'augmenter le niveau de responsabilité dans la finance partout, au fur et à mesure, mais c'est aussi important d'avoir des acteurs qui sont en avance, qui font de l'innovation, qui font de la conviction. Parce que si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à tirer l'ensemble du marché. Et c'était ça la conviction au démarrage de la création de Mirova. Juste un petit élément peut-être pour commenter ça. Novetic a publié il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, ces chiffres sur le marché français de l'investissement responsable. Alors Novetic, c'est la filiale de la Caisse des dépôts, spécialiste de l'investissement socialement responsable. Centre de recherche et médias donc spécialisés sur l'investissement responsable. Et donc Novetic publie chaque année une étude sur les encours de l'investissement responsable en France. Et tous les ans, Novetic annonce une croissance très très forte de l'investissement responsable. Et à nouveau, cette année, ils ont annoncé une croissance de 29%. J'allais dire près de 30%, j'étais pas loin, de l'investissement responsable, avec plus de 700 milliards d'euros gérés en France, en intégrant des critères ESG, donc environnemental, social, gouvernance, tels que l'indique
les investisseurs institutionnels ou les sociétés de gestion qui gèrent. C'est-à-dire c'est du déclaratif, voilà, on intègre les critères ESG, 700 milliards d'euros qui sont gérés de cette façon. Mais comme les gens de Novetic sont des gens très sérieux, ils se sont dit, on va quand même aller un petit peu plus loin, on va creuser, et on va regarder concrètement, est-ce que cette déclaration d'intention d'intégration des critères ESG, est-ce qu'elle a un impact réel sur la constitution, la composition des portefeuilles? C'est-à-dire qu'est-ce que concrètement, quand on regarde la liste des entreprises, des projets dans lesquels les investisseurs investissent, est-ce que c'est différent des autres? Est-ce que c'est différent du marché en général? Et Novetic a donc décidé de créer une catégorie, une sous-catégorie de ces 700 milliards qu'ils appellent l'ISR de conviction. Et ils ont trouvé, vous connaissez le chiffre, un peu plus de 40 milliards sur les 700 qui sont réellement de l'ISR de conviction, 7% de l'ensemble du marché. Donc c'est ça, c'est ces 40 milliards d'euros qui sont véritablement des investissements responsables au sens le plus noble du terme? C'est ceux qui réellement tirent le marché et ont un impact. C'est un modèle peut-être aussi pour les investisseurs en général? Je pense que c'est effectivement le modèle qu'on essaie de développer. Novetic a été un petit peu plus loin en se disant on va regarder l'ensemble des sociétés de gestion de la place, on va regarder ce qu'ils déclarent donc, dans leur gestion ESG, et puis combien il y a d'ISR de conviction par rapport à ce qu'ils déclarent. Et quelles sont les entités dont 90% de la gestion déclarée ISR est de l'ISR de conviction. Et ils ont trouvé une petite dizaine de sociétés de gestion, plutôt des petites d'ailleurs, qui sont complètement dans l'ISR de conviction. Mirova est évidemment l'une d'entre elles, sinon je ne vous aurais pas raconté tout ça. Parmi les différents fonds que vous proposez chez Mirova, il y a des fonds d'impact investing. Qu'est-ce que c'est précisément que l'impact investing et pourquoi c'est important pour vous de le proposer à vos clients? On a eu tendance à séparer les produits qui ont un objectif financier d'abord, principalement financier, et qui utilisent des critères de soutenabilité, et les produits financiers qui ont d'abord un objectif d'impact, principalement un objectif d'impact. Et c'est ça qu'on appelait l'impact investing. L'impact d'abord, puis finalement, si on peut, on aura du rendement financier après. Cette séparation entre le financier d'abord, l'impact d'abord, ne nous paraît plus très pertinente aujourd'hui. Nous, notre vision, c'est que l'investissement responsable au sens large doit devenir de l'impact investing. L'impact est l'objectif clé. Enfin, si on fait de l'investissement responsable et qu'on ne mesure pas l'impact, ça n'a pas de sens. On doit en même temps rechercher la rentabilité financière et se positionner dans le marché et en parallèle rechercher l'impact. C'est notre valeur ajoutée, c'est notre raison d'être. Donc typiquement, effectivement, quand on fait un fonds qui investit dans les énergies renouvelables, un fonds d'infrastructure qui investit dans les énergies renouvelables, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à faire du rendement financier, on cherche évidemment à faire de l'impact, c'est-à-dire réduire les émissions carbone dans les pays, dans les zones dans lesquelles on investit. Dans le domaine social, c'est pareil. On a lancé un fonds il y a 2 ans, qui est distribué d'ailleurs principalement donc dans le réseau des caisses d'épargne et des banques populaires, qui est un fonds ciblé sur l'emploi en France. C'est un sujet qui est très important pour les investisseurs, qui est proche de chez eux, qui leur parle. Comment est-ce que mon argent peut servir à créer de l'emploi autour de chez moi, dans mon pays, dans les zones économiques dans lesquelles je vis. Et donc on a développé toute une méthodologie permettant de vérifier quelles sont les entreprises qui créent de l'emploi, quelles sont les entreprises françaises, mais pas forcément que les entreprises françaises, quelles sont les filiales de groupes étrangers qui créent de l'emploi en France, et comment est-ce qu'on peut apporter du financement à ces entreprises, aussi bien des grandes entreprises que la partie solidaire aussi, puisqu'on a une poche solidaire à l'intérieur de ce fonds-là, donc qui investit plus dans des entreprises locales qui ont des objectifs sociaux particuliers, de réinsertion sociale par exemple, dans les territoires. Donc, vous voyez, là c'est clairement de l'investissement où on va pouvoir indiquer très clairement aux clients, vous avez investi 100 €, combien d'emplois vous avez sauvegardé, combien d'emplois vous avez créé au cours des 2-3 ans qui ont passé au cours de votre investissement. C'est ça pour nous l'impact investing. L'impact investing, c'est finalement quel est l'impact, à quoi sert l'argent que j'investis et comment est-ce que je peux mesurer les conséquences des investissements que je fais. Alors il se trouve que pour crédibiliser finalement cet engagement de conviction chez Mirova et chez d'autres, le gouvernement a mis en place un label
Vous nous parliez tout à l'heure de transition énergétique. Il y a maintenant un label Tech, transition écologique et énergétique pour le climat, du ministère de l'Environnement. Mirova a reçu ce label pour plusieurs de ses fonds d'investissement. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir reçu ce label ? De façon générale, je pense que les labels, c'est quelque chose d'important, précisément pour mettre en avant ceux qui font de l'ISR de conviction. On a besoin d'avoir une identification, un tiers de confiance qui donne confiance aux investisseurs, et notamment aux investisseurs grand public. Le gouvernement a lancé cette année, ou est en train de lancer cette année, 2 labels en fait. Un label ISR, qui en fait va venir poursuivre le travail qu'a fait Novetic depuis 7 ans, puisqu'il va remplacer en quelque sorte le label Novetic. Mais sur lequel vous allez candidater ? Nous allons bien sûr candidater. Pour pratiquement la quasi-totalité de notre gamme en fait, va être labellisée ISR demain, puisque par définition tous nos produits sont de l'ISR de conviction. Et puis, le gouvernement en parallèle, notamment le ministère de l'Environnement, a lancé ce label plus spécifique sur la transition énergétique, où là, les produits qui obtiennent ce label investissent spécifiquement dans des entreprises qui sont positionnées vraiment sur les solutions permettant d'accélérer la transition énergétique. Et ça nous paraît intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment drainer de l'argent dans cette direction-là. Après, aujourd'hui, ce label qui a été créé il y a quelques mois, il démarre lentement. Il y a, si je ne me trompe pas, 6 ou 7 produits 6 ou 7 fonds qui ont été labellisés à ce jour. Donc c'est relativement peu pour un montant total qui est un petit peu inférieur à 1 milliard d'euros. Mirova est un des apporteurs très importants dans ce nouveau marché, puisque nous avons fait labelliser 3 fonds sur 3 classes d'actifs différentes. Les actions cotées, les obligations, notamment les obligations vertes, et les infrastructures de financement des énergies renouvelables. Ces 3 fonds qui ont obtenu le label il y a quelques semaines représentent à eux seuls, ces 3 fonds, 600 millions d'euros. Voilà, donc 600 millions d'euros qui sont vraiment orientés vers la transition énergétique. Ce qu'on attend et ce qui est important maintenant, c'est comment tout ça va être animé, comment tout ça va être promu. Un label, il n'a de sens, il n'existe que s'il est connu, s'il y a de la communication autour de cela, et idéalement s'il y a des incitations. On pense tout de suite aux incitations fiscales, mais il n'y a pas que des incitations fiscales, il peut y avoir des incitations réglementaires, il peut y avoir des incitations en termes de communication et de promotion de la part des pouvoirs publics. Mais il faut, maintenant que ces labels existent, qu'on s'en serve. Ce n'est pas juste un tampon qu'on met sur un produit. Il faut que tout l'écosystème autour de cela se développe pour que de l'argent aille dans ces produits labellisés. Mais c'est aussi important et essentiel pour la place de Paris, pour la place financière de Paris. Comment faire de Paris le Green Financial Center, le centre de la capitale mondiale ou au moins européenne de la finance verte? C'est une belle ambition, mais est-ce que c'est réalisable ? Je pense que c'est réalisable. J'en suis convaincu pour plusieurs raisons. D'abord parce que le point de départ est fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à Paris un ensemble de professionnels et d'acteurs qui sont en avance sur ce domaine de la finance verte. Dans le domaine des green bonds, la France est un des acteurs leaders, numéro 2 en termes d'émissions derrière les États-Unis, grâce à des grands corporates, des grandes entreprises comme Engie, comme EDF Énergie Nouvelle, comme Unibail, qui se sont positionnés parmi les premiers sur ce secteur-là, grâce à des banques. Là, mon oreille me dit greenwashing. Green bond, greenwashing, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? La place de Paris a un rôle à jouer spécifique, précisément en se positionnant sur la qualité et sur l'intégrité de ce marché-là. Le marché des green bonds ne se développera que s'il garde une certaine intégrité et une certaine qualité. Et c'est là où on peut se différencier, notamment d'autres places financières qui sont pour un développement peut-être plus massif, plus rapide, mais avec une perte de cette spécificité, de cette mesure de, en gros, qu'est-ce qui est green ? Est-ce que l'argent qu'on investit dans les green bonds va vraiment financer des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable? Est-ce qu'il y a bien des vérifications au début, à la fin? Est-ce que les audits sont bien là? Est-ce que les flux financiers sont bien vérifiés? Donc tous ces éléments sont des éléments qui sont portés par les acteurs de la place financière de Paris, les banques originatrices, les investisseurs, les émetteurs, et aussi par les pouvoirs publics.
Et alors que ce type de débat aujourd'hui est porté au niveau du G20, notamment par la Chine, par la Grande-Bretagne, c'est important que la France ait une position claire et une position commune de la place de Paris sur ces sujets-là. Et c'est ça qu'on a voulu faire avec Paris Europlace, donc en mettant ce sujet-là au cœur de la stratégie, en quelque sorte, de la place de Paris. Une petite anecdote, on a commencé à travailler il y a quelques mois, vous savez, sur un fonds qui va investir en partenariat avec l'ONU et la Banque européenne d'investissement, sur un fonds qui va investir dans la réhabilitation des terres dégradées partout dans le monde. Donc on est sur l'utilisation soutenable des terres, donc une classe d'actifs assez nouvelle. Et bien, en commençant à travailler sur ce sujet-là, on s'est rendu compte que beaucoup des acteurs du secteur étaient français aujourd'hui. Beaucoup des acteurs du secteur, les Altelia, Moringa, Livelihood, etc., sont des acteurs qui sont français. Donc on est précurseur. Donc on est précurseur, on est innovant. La question c'est maintenant comment on fait pour transformer ce secteur où on a des acteurs innovants et précurseurs, où on a un environnement réglementaire favorable. Comment on fait pour le transformer en un marché domestique fort et puis un marché domestique qui va pouvoir se projeter vers l'international. Donc on a lancé un groupe de travail, un comité au sein de Paris Europlace et un groupe de travail qui va étudier dans les semaines qui viennent, qui va mettre en place déjà une vision de qui sont les acteurs en place, quelles sont nos forces, quelle est la cartographie du marché, et puis quelles sont les recommandations qu'on peut faire émerger pour transformer cette situation en ce Green Financial Center qui sera le leader demain grâce à de la place de Paris. C'est comme ça que vous voyez la finance mondiale dans 20 ans. C'est une place forte à Paris, dédiée à la finance verte, reconnue à l'échelle internationale pour... Je trouve que c'est une belle ambition. Mais en tout cas, il faut se donner les moyens de se lancer dans cette aventure-là. Bien, Philippe Zawati, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre engagement et merci d'avoir accueilli Mediatico chez vous. Merci beaucoup.